ma caméra puisque Madame Saouli l'a souhaité. Donc, voilà. Donc, je suis docteur Alem, je suis maître de conférence en immunologie et j'ai le plaisir de vous faire deux présentations. J'en ai fait une la semaine passée, c'était sur la sérologie, place de la sérologie dans les infections virales et parasitaires. Et puis, je vais vous faire une deuxième présentation qui va se porter sur la réaction inflammatoire, sa physiopathologie, son déroulement et quels sont les tests et les moyens disponibles pour son exploration. Donc, les deux présentations ont été envoyées à Madame Saouli, donc elle pourra partager avec vous si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez récupérer les deux présentations. Donc, on va faire comme la fois précédente. Le débat, c'est interactif, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai la fenêtre des questions en parallèle, donc je réponds à vos questions au fur et à mesure. Recording in progress. Très bien, vous m'entendez? Vous suivez? Oui, très bien. Marmia, on m'entend. Très bien. Madame Latifa Benhamer, Daoudi Zaki, très bien, vous m'entendez. La majorité m'entend. Donc, très bien, on va commencer pour ne pas trop vous retenir dans l'après-midi. Peut-être que vous avez encore, vous êtes encore dans vos laboratoires et que vous avez encore du travail. Très bien, vous m'entendez, très bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, au cours de cette présentation, très bien, voilà. Donc, au cours de cette présentation, on va voir la réaction inflammatoire. On va voir comment se produit une réaction inflammatoire, dans quel contexte, quels sont ses effecteurs, quels sont ses marqueurs. Et puis, en deuxième partie, on va voir quels sont les marqueurs qu'on pourrait évaluer dans un laboratoire pour faire évaluer cette réaction inflammatoire. Alors, pour rappel, la réaction inflammatoire, c'est une réaction de défense d'un système immunitaire. La fois passée, la fois précédente, je vous ai défini le système immunitaire, le type de réponse immunitaire. Et finalement, la réaction inflammatoire, c'est une composante du système immunitaire dans le but de nous protéger. Dans différentes circonstances, nous protéger contre différentes agressions, quand on se blesse, quand on fait une infection virale, parasitaire, quand on fait une angine, une bronchite, quand on fait une tumeur, quand on fait une maladie auto-immune, inflammatoire. Donc, peu importe le type d'agression, dans ce genre de contexte, on développe une réaction inflammatoire dans le but de nous protéger. Et cette réaction inflammatoire, habituellement, elle évolue en trois phases. Une phase d'initiation, donc c'est le début de cette réaction inflammatoire. Elle s'amplifie, elle s'intensifie, donc c'est la deuxième phase d'amplification. Et puis, le système immunitaire va reprendre le dessus. Si on fait une angine, on va guérir. Si on fait une infection, on va guérir. Si on se blesse, on va guérir. Donc, il va y avoir une phase de résolution, de réparation du tissu lésé. Donc, trois phases essentielles, phase d'initiation, phase d'amplification et phase de résolution. Donc, l'inflammation est un processus habituellement bénéfique. C'est un processus que le système immunitaire développe dans le but de nous protéger. Mais dans quelques circonstances, cette réaction inflammatoire va devenir néfaste parce qu'elle va activer des effecteurs, elle va activer des cellules qui peuvent non seulement s'attaquer au tissu lésé, mais même au tissu sain. Par exemple, l'exemple le plus fréquent que vous pouvez bien assimiler, c'est l'infection Covid-19. Et dans l'infection Covid-19, l'immunité, la réaction inflammatoire qu'on développe, et dans le but de nous protéger, le système immunitaire croit bien faire, il développe beaucoup d'effecteurs, il active beaucoup d'effecteurs cellulaires, moléculaires, inflammatoires, etc. Et finalement, il va y avoir ce qu'on appelle une tempête cytokinique. C'est une tempête inflammatoire très importante. Il y aura beaucoup d'effecteurs inflammatoires activés. D'ailleurs, si vous dosez les interleukines ou la CRP ou la procalcitonine, ou si vous faites des électrophorèses, vous allez trouver que la réaction inflammatoire est intense. Et cette réaction inflammatoire intense est souvent néfaste pour le système immunitaire. Il va y avoir une défaillance de plusieurs organes dans l'organisme. Donc,
Cette réaction inflammatoire peut avoir différentes origines. Elle peut être soit d'origine exogène, si je fais une infection bactérienne. Elle peut être d'origine endogène, si je fais par exemple une maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde, je vais avoir de l'inflammation dans l'articulation. Donc, elle peut être soit d'origine exogène, soit d'origine endogène. Elle peut être soit aiguë, soit elle va évoluer dans le temps. Oui, les cancers, les tumeurs, oui. Elle peut être donc soit aiguë, soit chronique. Elle peut être soit locale, j'ai un problème dans une articulation, donc elle est locale, ou bien elle est systémique, elle est générale. Elle peut être soit adaptée, ça veut dire la phase de réparation c'est bien faite, ou bien elle est inadaptée. Je prends comme exemple que vous avez cité le PSP de Marnia, c'est les tumeurs, les cancers, les maladies auto-immunes, les maladies auto-inflammatoires, etc. Cette réaction inflammatoire peut aussi avoir des signes locaux, quand on se blesse par exemple, avoir de la douleur du site où on s'est blessé, une rougeur, une amplification, un œdème, et c'est chaud au toucher, de la chaleur. C'est les 4 signes cardinaux d'une réaction inflammatoire locale, douleur, rougeur, chaleur et œdème. Et d'un autre côté, donc s'il vous plaît, évitez juste de toucher l'écran parce que vous êtes en train de rajouter des petites... vous risquez de barrer quelques mots. Donc, à côté de ces signes locaux, vous pouvez avoir des signes généraux, de la fièvre. Si vous faites de la fièvre, ça veut dire que cette réaction inflammatoire n'est plus locale, mais elle devient générale, systémique. L'amaigrissement, l'asthénie ou l'insuffisance circulatoire, ce sont les témoins d'une atteinte systémique. L'inflammation n'est plus locale, mais elle est généralisée. Alors, cette réaction inflammatoire, elle est très compliquée. Très compliquée. J'ai essayé de vous la simplifier, donc vous donner les principales lignes, les principales étapes d'une réaction inflammatoire. Donc, cette réaction inflammatoire va faire intervenir des effecteurs cellulaires, donc ce sont des cellules qui vont intervenir, des médiateurs plasmatiques et des médiateurs cellulaires. Donc, des cellules qui interviennent, ces cellules produisent des médiateurs qu'on va appeler les médiateurs cellulaires et puis des médiateurs plasmatiques. Donc, si cette réaction inflammatoire fait intervenir ces trois acteurs, ces trois médiateurs, ces trois effecteurs, donc plus tard, si je veux évaluer une réaction inflammatoire, donc logiquement, je vais m'intéresser à ces trois axes, voir quel est le moyen le plus accessible que je peux utiliser pour évaluer la réaction inflammatoire. On commence par le premier axe, les effecteurs cellulaires. Dans une réaction inflammatoire, habituellement, on a l'implication de ces cellules. Les cellules sanguines circulantes, les plaquettes, les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les cellules dendritiques. Et puis, dans les cellules résidentes, donc les cellules qu'on trouve dans les tissus, il y a les cellules épithéliales, endothéliales, les macrophages, les mastocytes, les ILC, les fibroblastes. Donc, à votre avis, si je vous pose la question, si je veux évaluer la réaction inflammatoire, donc, et je veux utiliser des effecteurs cellulaires pour évaluer cette réaction inflammatoire. Parmi toutes ces cellules, quelles sont les cellules les plus accessibles que vous pouvez utiliser pour évaluer cette réaction inflammatoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, à votre avis, si je veux voir qu'il y a de l'inflammation, je peux étudier les mastocytes? Polynucléaires, leucocytes, une FNS, très bien, ouais. Polynucléaire, neutrophile. Très bien, c'est de faire une FNS. En fait, si je veux évaluer la réaction inflammatoire en utilisant les cellules, il faut que j'évalue les cellules sanguines. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans le sang, donc le sang est accessible. Je peux voir s'il y a une inflammation dans le sang. Par contre, les cellules résidentes, le mastocyte par exemple, il y a une localisation tissulaire. Si je fais de l'allergie, je fais de l'asthme, je fais de l'inflammation, hélas, je ne peux pas compter le nombre de mastocytes parce que le mastocyte n'est pas accessible, n'a pas une localisation sanguine circulante, donc je ne peux pas le compter, je ne peux pas l'évaluer. Par contre, comme vous avez dit dans vos messages, dans la discussion, oui, faire une formule de numération sanguine, parce que là, je peux compter les cellules sanguines, et si je fais une formule de numération sanguine, j'aurai le nombre de plaquettes, de monocytes, de polynucléaires, neutrophiles, eosinophiles et basophiles. Après, tout dépend le contexte inflammatoire. Il y a des situations où c'est le polynucléaire qui intervient, il y a des situations où au contraire, c'est l'eosinophile qui intervient et on va le voir par la suite.
Alors, pour les polynucléaires neutrophiles, donc les polynucléaires neutrophiles, ce sont des cellules. C'est l'une des principales cellules de la réponse immunitaire innée, de la réaction inflammatoire. C'est les premières cellules circulantes arrivées dans un tissu inflammatoire. Quand il y a de l'inflammation, donc c'est la première cellule qui intervient. C'est le groupe des granulocytes, c'est les polynucléaires, effectivement. Les eosinophiles, allergies aux parasites, aux peaux, très bien. Donc, cette cellule a pour but de limiter l'inflammation au niveau du tissu inflammé. Si elles arrivent les premières, c'est dans le but de limiter l'inflammation au niveau du site agressé. Cette cellule a l'avantage donc d'exprimer de nombreux récepteurs, donc elle peut être activée de différentes manières. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste sachez qu'il y a des anaphylatoxines, il y a des récepteurs d'immunoglobulines, il y a des médiateurs inflammatoires qui peuvent activer cette cellule, ce polynucléaire neutrophile. Et puis la particularité, c'est que je m'assure que vous pouvez me suivre sur l'écran, très bien, c'est que voilà, dans ce polynucléaire neutrophile, il y a des granules. Donc, c'est un noyau polylobé, puis il y a des granules, il y a différents types de granules. Et donc, ce polynucléaire neutrophile, quand il arrive au niveau du site de l'inflammation, il va dégranuler, il va libérer différents types de médiateurs produits et synthétisés dans le polynucléaire neutrophile. Donc, à côté du polynucléaire neutrophile, il y a le polynucléaire eosinophile. Habituellement, il intervient, comme vous l'avez dit, dans un contexte d'allergie. Si je fais de l'asthme, ou si je fais une dermatite atopique, ou si je fais une allergie alimentaire, ou si je fais une infection parasitaire, c'est plutôt le polynucléaire eosinophile qui intervient beaucoup plus que le neutrophile. Donc, le eosinophile a un contexte pathologique bien particulier où il pourra intervenir. Donc, le polynucléaire eosinophile, c'est à peu près comme le neutrophile, donc il est polylobé, il est bilobé, et puis il a beaucoup de granules lui aussi qui peut déverser, produire dans un contexte d'inflammation. Alors, le monocyte aussi, c'est une cellule pro-inflammatoire, donc qui produit des médiateurs pro-inflammatoires, généralement, comme pour le polynucléaire neutrophile, doué d'une activité antibactérienne. Douées d'activité antibactérienne, antimicrobienne. Donc, c'est plutôt ces cellules-là, les monocytes et les neutrophiles, interviennent beaucoup plus dans un contexte d'infection. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi le mastocyte. Alors, le mastocyte, habituellement localisé dans la peau ou dans les muqueuses, il peut s'activer lui aussi. Il a différents types de récepteurs. Et puis, il peut s'activer de différentes manières. Soit dans un contexte, par exemple, allergique, il va dégranuler, ou bien dans un contexte non lié à l'allergie. Vous avez comme exemple des infections qui peuvent l'activer, certains aliments, certains médicaments, donc certains médiateurs peuvent activer le mastocyte. Et le mastocyte, il a la particularité, quand il s'active, il dégranule, il produit ce qu'on appelle l'histamine. Et justement, c'est un médiateur de l'inflammation qu'on retrouve dans le cadre d'allergies, dans les allergies, et dans les maladies allergiques et d'origine immunologique, donc dans des hypersensibilités immunologiques ou dans des hypersensibilités non immunologiques. Donc, finalement, tous ces effecteurs cellulaires qui font partie de la réaction inflammatoire, c'est le fait qu'ils interviennent dans la réaction inflammatoire, ils vont produire des médiateurs. Donc, gardez à l'esprit, c'est que si je comprends bien la physiopathologie de la réaction inflammatoire, par la suite, je peux utiliser des moyens pour l'évaluer. Si par exemple, je sais que le polynucléaire neutrophile est l'une des principales cellules de la réaction inflammatoire, si je veux évaluer la réaction inflammatoire chez un individu donné, eh ben, il faut juste que je compte le nombre de polynucléaires neutrophiles chez la personne en question. Pourquoi? Parce que je sais que c'est l'une des principales cellules de la réaction inflammatoire. C'est pareil pour les autres cellules. Ça d'un côté. D'un autre côté, si je ne peux pas étudier ces cellules-là, je peux étudier les médiateurs que ces cellules produisent. Donc, je peux étudier les médiateurs produits par le neutrophile, par le mastocyte, par l'eosinophile. Alors, supposons que je fais une allergie alimentaire ou une maladie allergique. Je sais que le mastocyte, c'est l'une des principales cellules et que je ne peux pas compter le nombre de mastocytes pour voir s'il y a de l'inflammation ou pas. Eh bien, je vais doser l'histamine. Pourquoi? Parce que je sais que l'histamine est produite par le mastocyte. Donc, c'est le reflet de l'activation d'un mastocyte.
Donc, dans une réaction inflammatoire, soit ce sont les effecteurs, je m'intéresse aux effecteurs, soit aux médiateurs produits par ces effecteurs cellulaires. Donc, les effecteurs cellulaires, par la suite, il y a les médiateurs plasmatiques. Alors, les médiateurs plasmatiques, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais sachez que dans une réaction inflammatoire, il y a essentiellement 3 systèmes qui interviennent. Le système des kinines, le système de la coagulation et puis le système du complément. Ces 3 systèmes interviennent dans l'initiation et dans l'amplification de la réaction inflammatoire en passant par 3 axes différents. Donc, le troisième type de médiateur qui intervient, qui font partie de la réaction inflammatoire, ce sont les médiateurs produits par les cellules. Donc, les médiateurs cellulaires produits par les effecteurs cellulaires. Tout ce que le neutrophile va produire, toutes les cellules qui interviennent dans l'inflammation, ce qu'elles pourraient produire. Alors, ces médiateurs-là d'origine cellulaire, on pourrait les classer en 4 catégories. Soit des médiateurs lipidiques, soit des amines vasoactives, soit des dérivés oxygénés et nitrés, donc produits essentiellement par les granulocytes, soit ce sont d'autres médiateurs de l'inflammation. Alors, les médiateurs lipidiques, quand il y a une réaction inflammatoire, on produit, on développe, on produit, on synthétise, on produit des dérivés de l'acide arachidonique. Des exemples, est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples? Quels sont les dérivés de l'acide arachidonique que l'organisme produit dans le contexte de réaction inflammatoire? Et d'ailleurs, il existe des médicaments dirigés contre ces médiateurs inflammatoires. Alors, quels sont ces dérivés de l'acide arachidonique? Ce sont de puissants médiateurs inflammatoires. J'attends de vous lire. Quels sont ces médiateurs lipidiques dérivés de l'acide arachidonique que les cellules produisent dans un contexte inflammatoire, que je ne pourrais pas doser parce que ce sont des molécules produites de façon très fugace, qui vont agir rapidement, qui sont rapidement dégradées, mais que je pourrais utiliser un traitement pour justement éviter que ces médiateurs inflammatoires n'exercent leur fonction et leur action. Quels sont les dérivés de l'acide arachidonique? Les prostaglandines, Islam Touati, oui, excellent. Ouais. Les prostaglandines et aussi, il y a les prostaglandines et il y a quoi aussi? Alors, il y a les prostaglandines. Donc, il y a une série de molécules issues des prostaglandines, il y a différents types. Et il y a aussi une autre catégorie de médiateurs dérivés de l'acide arachidonique. Et justement, les médicaments anti-inflammatoires agissent sur ces médiateurs-là. Donc, les prostaglandines et les leucotriènes, Amir Khalifa. Oui, très très bien. Donc, et les leucotriènes, donc ce sont des médiateurs inflammatoires dérivés de l'acide arachidonique. Donc, nous avons les prostaglandines, nous avons les leucotriènes. Donc, ce sont des médiateurs doués de propriétés inflammatoires pour les 2 catégories. D'un autre côté, donc à côté de ces médiateurs lipidiques, ces cellules-là produisent aussi des amines vasoactives, de l'histamine et de la sérotonine. Je peux faire une réaction inflammatoire, je suis allergique à quelque chose, je suis allergique à un aliment, à un fruit, je suis allergique je sais pas, à la pistache, aux crustacés, à un poisson, à du chocolat, ou là je suis allergique à de la pénicilline. Donc si je prends ce médicament-là, je vais développer une réaction inflammatoire. Je vais développer une hypersensibilité de type 1, une réaction allergique et une réaction inflammatoire. Alors, je vais développer une réaction inflammatoire, une hypersensibilité de type 1 dans le cadre allergique. Donc, mes mastocytes vont produire des amines vasoactives, de l'histamine. À votre avis, si par exemple, vous êtes dans un établissement hospitalier et qu'il y a eu une allergie, un choc anaphylactique à la pénicilline ou la Ocurare, c'est les 2 situations les plus fréquentes, est-ce que vous pouvez doser de l'histamine
pour apporter la preuve qu'effectivement, il y a une hypersensibilité, il y a une allergie, il y a une réaction inflammatoire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on pourrait doser ces médiateurs? Alors, ceux qui disent non, pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas doser? Pourquoi vous dites non? Alors, je suis dans un hôpital. On m'a donné un médicament pour lequel je suis allergique, de la pénicilline. Je fais un choc anaphylactique. Et justement, on veut savoir est-ce que réellement il y a eu une réaction inflammatoire, est-ce qu'il y a eu une allergie à ce produit-là. La preuve, c'est que voilà, mon mastocyte a dégranulé, a produit de l'histamine. Pourquoi je ne pourrais pas doser l'histamine? Si je dose l'histamine, je la dose, je peux la doser. Je peux la doser l'histamine, je peux la doser, et si les quantités sont élevées, effectivement, il y a une réaction allergique, il y a une réaction inflammatoire, le mastocyte a dégranulé et a produit de l'histamine. Le problème avec l'histamine, pour ceux qui ont dit non, peut-être qu'ils ont l'information que le problème avec l'histamine, c'est qu'elle est produite de façon fugace. Et on va voir par la suite les marqueurs de l'inflammation sont produits de façon ont une cinétique qui ne nous convient pas. Ils sont, par exemple, pour le cas de l'histamine, elle est produite puis elle est dégradée rapidement. Donc, vous avez un laps de temps très court dans lequel vous pouvez doser l'histamine. Si vous dépassez ce laps de temps, eh bien, vous ne trouverez plus d'histamine parce que sa demi-vie est très courte et du coup, elle va être dégradée. Vous n'aurez pas la preuve de la réaction inflammatoire. Très bien. Il y a aussi les dérivés oxygénés et nitrés. Donc, si je me blesse, si je fais une infection, il y a le polynucléaire qui intervient. Et justement, ce polynucléaire neutrophile a des granules et qui peuvent me produire différentes enzymes d'activité bactéricide, par exemple, des radicaux hydroxylés par une voie dépendante de l'oxygène, me produire des radicaux oxygénés. Et puis, d'un autre côté, il y a d'autres médiateurs de l'inflammation qui sont produits et qu'on va voir par la suite quels sont ces médiateurs que je pourrais doser et évaluer. Donc, cette réaction inflammatoire va se produire en 3 étapes. Une phase d'initiation, une phase d'amplification et, si tout va bien, une phase de résolution. Alors, le problème, c'est que cette phase-là de résolution, justement, quand cette réaction inflammatoire est intense, donc non seulement qu'il va y avoir le tissu lésé, mais aussi il va y avoir une agression du tissu sain. Donc cette réaction inflammatoire va être tellement intense qu'elle va être néfaste pour le système immunitaire. Donc la première phase d'initiation, consiste à activer des médiateurs plasmatiques, des cellules inflammatoires. Et puis, une phase d'amplification, la réaction initiée va s'amplifier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un afflux de cellules. C'est ce qui explique avec l'œdème qu'on a dans une réaction inflammatoire, parce qu'il y a eu un afflux massif d'autres cellules pour amplifier la réaction inflammatoire. Et puis, si tout va bien, si tout se passe bien, le système immunitaire prend dessus, il y a une résolution, il y a une réparation du tissu lésé. Maintenant, quand cette réaction inflammatoire est intense, donc il va y avoir carrément destruction du tissu lésé et cette réaction inflammatoire va évoluer vers la chronicité. Alors, si je veux explorer la réaction inflammatoire, à votre avis, quels sont les médiateurs, les éléments, les cellules que je pourrais évaluer qui peuvent être le témoin d'une réaction inflammatoire dans un laboratoire? Alors, peu importe l'origine de cette inflammation, auto-immune, tumorale, bactérienne, virale, etc., comment vous explorez une réaction inflammatoire? CRP, FNS, FNS, CRP, FNS, CRP, procalcitonine, VS, CRP, VS, CRP,
Très bien. Donc, vous connaissez les principales. FNS, VS, CRP. Plaquette, bilan inflammatoire. Oui, le bilan inflammatoire, mais lequel? Fibrinogène. Ouais. Fibrinogène. Facteur rhumatoïde, non. EPP, une électrophorèse des protéines sériques. Excellent. Ouais. Une électrophorèse des protéines sériques. Oui. Un TP, non, pas trop. Fibrinogène, oui. Les globules blancs, les aslos, non. Alors, vous avez cité donc les principales. Calcium, non, non. VS, CRP, FNS, très bien. C'est les principaux. C'est les principaux marqueurs d'une réaction inflammatoire. Ce que je vais vous présenter, hélas, pour la réaction inflammatoire, il n'existe pas de recommandations internationales, de guidelines. Quels sont les paramètres à utiliser, à évaluer en première intention, s'ils sont perturbés, comment faire la suite, etc. Il n'existe pas de recommandations. Donc, tout dépend du contexte pathologique. Quand c'est infection, on demande quelque chose. Quand c'est tumoral, on demande quelque chose. Quand c'est auto-immun, on demande autre chose, etc. Donc, il n'existe pas de recommandations. On va voir les principaux marqueurs. Le moyen le plus simple, effectivement, c'est de commencer par une formule de numération sanguine. Et qu'est-ce qu'on pourrait observer dans une formule de numération sanguine? Puisqu'on avait vu qu'il y avait implication d'effecteurs de cellules, sanguines circulantes. Donc, si je fais une infection bactérienne, c'est normal, je vais avoir, si je fais une infection bactérienne, c'est normal, je vais avoir une augmentation des polynucléaires neutrophiles, donc une activation des polynucléaires neutrophiles, je vais avoir une hyperleucocytose. Je peux avoir une augmentation des monocytes, je peux avoir une augmentation des lymphocytes, etc. Donc, tout dépend de l'origine de cette réaction inflammatoire. L'examen le plus simple, commencer par une formule de numération sanguine pour explorer les effecteurs cellulaires. Très bien. Alors, gardez à l'esprit que quand on a parlé de la physiologie de la réaction inflammatoire, on avait dit qu'il y avait les effecteurs cellulaires et il y avait les médiateurs cellulaires, les médiateurs produits, les molécules produites par les cellules. Donc, si je veux explorer l'inflammation, soit le nombre de cellules, puisqu'il y a des médiateurs cellulaires impliqués de la réaction inflammatoire, donc je fais une formule de numération sanguine, ou bien je m'intéresse à ces médiateurs protéiques, moléculaires produits par ces cellules-là. Donc, en résumé, j'ai une réaction inflammatoire, soit j'étudie la cellule impliquée dans l'inflammation, soit j'étudie les molécules produites par cette cellule impliquée dans l'inflammation. Donc, je commence par un examen très simple, une formule de numération sanguine qui peut m'orienter, qui peut me mettre en évidence la présence d'une anémie et la présence d'une hyperleucocytose. Alors, ce qui se passe dans une réaction inflammatoire, c'est que voilà, tout ce contexte inflammatoire, les cellules Hadouma de l'immunité innée, les cellules de l'immunité innée vont produire ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires dans le contexte de l'inflammation. Ces médiateurs cytokiniques vont agir sur plein de cellules cibles. Si elles agissent, par exemple, sur le système nerveux central, je vais développer de la fièvre dans une réaction inflammatoire. Si elles agissent sur la moelle osseuse va augmenter la production des leucocytes. Donc, ces cellules-là, ces médiateurs cytokiniques, si elles agissent sur le foie, et bien justement, dans le cadre de l'inflammation, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de barrer l'écran. Donc, ces médiateurs cytokiniques, quand ils agissent sur le foie, justement, dans un contexte d'inflammation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la production de certaines protéines au détriment d'autres protéines. Donc, il va diminuer la synthèse de certaines protéines et augmenter la production de d'autres protéines. Donc, si je fais de l'inflammation, qu'est-ce qu'il va faire le foie? Parce que ces médiateurs-là, d'origine hépatique, ces protéines-là d'origine hépatique, donc vont soit augmenter,
soit pour d'autres, la concentration, leur quantité va diminuer. Si je fais de l'inflammation, c'est tout à fait normal d'avoir une quantité d'albumine diminuée. Et c'est tout à fait normal d'avoir une CRP augmentée parce que dans une inflammation, le foie augmente la production de la CRP et diminue celle de l'albumine, de la transférine, par exemple. D'accord? Donc, dans un contexte inflammatoire, ce n'est pas toutes les protéines de l'organisme qui vont être augmentées. Certaines augmentent et certaines baissent. Donc, si je veux évaluer, moi, la réaction inflammatoire, je vais justement m'intéresser à ces protéines dont la concentration va être augmentée. D'accord? Je sais que si je fais de l'inflammation, le foie va produire une grande quantité de CRP, donc je vais doser cette CRP pour voir si effectivement j'ai de l'inflammation. Alors, au cours d'une inflammation, les protéines dont la concentration plasmatique varie d'au moins 25% lors de la réponse immunitaire, donc vont être pris en considération. Les marqueurs spécifiques de l'inflammation acinétique d'intervention qui est propre à ces marqueurs. Et puis, ces protéines-là ont souvent une origine hépatique. Certaines ont une origine macrophagique, ça veut dire produite par le foie, mais pour certaines, elles peuvent aussi être produites par le macrophage. Donc, il faut faire très attention dans un contexte où il y a une insuffisance hépatocellulaire. Donc, ça risque d'affecter la production de ces protéines de l'inflammation. Donc, le foie va augmenter la production de certaines protéines, qu'on va appeler les protéines de la phase aiguë de l'inflammation plus, et puis il va diminuer la production de d'autres protéines, les PRI-. Donc, les PRI+, ce sont les protéines dont la concentration va augmenter dans une réaction inflammatoire, et les PRI-, ce sont les protéines dont la concentration va diminuer dans un contexte inflammatoire. Parmi les PRI+, donc, il y a la CRP que vous avez tous cité, il y a la SAA, il y a la procalcitonie, il y a l'alpha-antitrypsine, l'oroso, l'aptofibrinogène, le complément, la ferritinémie, etc. Et puis, dans le groupe des protéines dont la concentration va diminuer, il y a essentiellement l'albumine et la transférine. Voilà, donc Oppo vous dit arrêtez d'écrire sur l'écran, on ne voit rien. Voilà, donc voilà la cinétique de toutes les protéines. Voilà la cinétique de toutes les protéines. Donc, je suis désolée avec... donc, évitez juste de toucher l'écran, comme ça, vous n'aurez pas à le marquer. Voilà, très bien. Donc, voilà les protéines qui sont produites lors d'une réaction inflammatoire. Qu'est-ce que vous observez? Avant de lire les diapos, qu'est-ce que vous observez? Ce sont des protéines produites lors d'une inflammation. Quelle est la différence entre ces protéines-là? Quelle est la différence entre toutes ces protéines? Le temps d'apparition. La concentration. Je cherche un terme plus précis. La concentration. Quelle est la différence, Binetta? La sécrétion, le poids moléculaire. C'est sûr qu'elles diffèrent par leur poids moléculaire. Le taux, non, ce n'est pas le terme que je cherche. Le dosage, non. La hauteur du pic. La durée. La quantité, l'amplitude, la vitesse, non. La phase aiguë, non. Le seuil. En fait, je cherche un terme exact. D'ailleurs, c'est en référence à ce terme qu'on est en train de chercher le marqueur inflammatoire idéal dans le contexte d'une réaction inflammatoire. La cinétique, Amina Boumadi, excellent, très bien. La différence, Binetham, c'est la cinétique. Quand on dit cinétique, ça résume tout. Ça résume l'apparition,
l'amplitude, la durée de leur positivité ou leur augmentation, leur diminution et le taux normal, la durée d'atteindre le taux normal. C'est la cinétique. Donc, toutes ces protéines, en fait, diffèrent binétalement. Donc, vous voyez que quand je fais de l'inflammation, la première à augmenter, c'est la protéine, la SAA et la TRP. Par contre, les autres mettent du temps à augmenter. L'amplitude d'une CRP diffère de l'amplitude de l'aptoglobine, par exemple. Quand la réaction inflammatoire passe dans une phase de résolution, vous voyez que la CRP diminue plus rapidement que les autres. Donc, la CRP, finalement, parmi toutes ces protéines, la CRP paraît meilleur marqueur de l'inflammation. Pourquoi? Tout simplement en raison de sa cinétique. Parce qu'elle a la meilleure cinétique qui pourrait nous convenir, nous, au laboratoire, pour évaluer et suivre l'inflammation. Parce que quand on met en évidence une inflammation, l'idéal, justement, de dire de la suivre, surtout si elle est d'origine infectieuse, d'origine bactérienne, c'est de suivre cette inflammation, de dire que ça augmente, ça diminue ou là, ça rentre dans l'ordre. S'il vous plaît, évitez juste de toucher l'écran. Donc, ces protéines-là, elles sont classées en fonction de leur amplitude. Il y a une amplitude de variation élevée, telle que la CRP. Les protéines à amplitude modérée, donc comme le fibrinogène, le rhodolacto. Les protéines à amplitude de variation faible, comme la fraction C3 du complément. Et puis, il y a des protéines qui n'augmentent pas, au contraire, qui peuvent diminuer l'albumine et la transférer. Alors, je vais donc vous présenter les principales propriétés de ces deux principales marqueurs de l'inflammation, CRP procalcitonine, donc il y a aussi le rhodolacto, et il y a la cinétique tardive, la transférine et la ferritine. Très bien. Donc maintenant, vous savez que finalement, tous ces marqueurs diffèrent nettement juste par leur cinétique, leur augmentation, leur durée et leur durée d'élévation, de positivité et la durée dans laquelle ils vont atteindre des taux normaux, donc qui corrèlent à la phase de résolution de l'inflammation. Donc, ce qu'on pourrait faire, nous, au laboratoire, c'est que doser ces protéines-là au niveau sérique, qu'on peut doser au niveau sérique, au niveau urinaire, et même dans le LCR, on peut doser ces protéines-là pour justement apporter la preuve qu'il existe une réaction inflammatoire. Alors, le critère biologique d'un marqueur idéal, le marqueur idéal de l'inflammation doit avoir les particularités suivantes. Alors, je réponds juste rapidement à une question. Faites, s'il vous plaît, étude comparative entre l'AVS et ce schéma. Alors, en fait, ce schéma, ça regroupe les protéines une à une. L'AVS, on va voir par la suite qu'elle regroupe un marqueur de protéines. Alors, s'il vous plaît, pour l'AVS, ce n'est pas un marqueur important d'une inflammation. Je ne sais pas si c'est une question ou là, c'est une remarque. On va voir par la suite l'AVS, l'intérêt de l'AVS. L'intérêt de l'AVS et surtout les indications, dans quelles circonstances il faut faire l'AVS. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, donc je vous réponds au fur et à mesure. Donc, en biologie, si on veut définir le marqueur idéal d'une inflammation, il doit avoir les caractéristiques suivantes. Et hélas, aucune protéine n'a les critères biologiques complets. Donc, la dépendance exclusive de la réaction inflammatoire. Le marqueur idéal ne doit dépendre qu'une réaction inflammatoire. Qui trouve la réaction inflammatoire, il est positif. Qui met la réaction inflammatoire, il est négatif. Indépendant de l'étiologie clinique de l'inflammation. Troisième critère, une cinétique rapide qui permet de détecter la présence d'une réaction inflammatoire et de suivre l'efficacité thérapeutique. Donc, le marqueur idéal, une cinétique rapide, dès l'apparition d'une inflammation, il est augmenté. Et puis, au fur et à mesure que le patient répond au traitement, l'efficacité thérapeutique, ce marqueur-là doit baisser.
Quatrième caractéristique, il doit augmenter de façon significative au cours d'une réaction inflammatoire modérée. ماشي لازم تكون عندي une réaction inflammatoire intense باش il augmente, et dans les réactions inflammatoires modérées, je ne peux pas l'évaluer. Et puis le cinquième critère, c'est une estimation par un dosage précis d'exécution rapide. Si par exemple je veux doser un marqueur inflammatoire, je dois le faire. Si je fais un prélèvement, je dois avoir le résultat 2 heures après et non pas avoir un résultat 3-4 fois après. La réaction inflammatoire 3 jours après va changer, la cinétique n'est plus le même. Donc, il doit être précis et d'un dosage rapidement exécutable. Donc, ces 5 critères, ce sont les 5 critères d'un marqueur biologique idéalement au cours de la réaction inflammatoire. Et dans ceux que je vais vous présenter par la suite, ce sont ceux qui se rapprochent le plus de ces critères biologiques, notamment la principale que vous avez tous citée dans vos exemples, la TRT. Alors, il est important, gardez juste en tête que si vous évaluez l'inflammation, vous devez apporter l'inflammation, une notion importante pour l'inflammation, c'est sa durée, savoir est-ce que c'est une inflammation aiguë, subaiguë ou la chronique. Donc, aiguë, généralement, c'est les premières heures, les premiers jours. Quand ça tarde en termes de semaines, ça devient du subaigu. Et puis, quand ça évolue vers la chronicité. Donc, c'est une réaction inflammatoire qui évolue déjà depuis des mois. Alors, très bien, au laboratoire. Donc, après avoir fait une formule de numération sanguine, ce qu'on pourrait faire, ce que vous faites certainement vous dans votre pratique de tous les jours, vous faites une vitesse de sédimentation. Donc, c'est un examen très simple. Alors, tu peux expliquer la relation globale directe et indirecte entre les protéines de l'inflammation et les autres paramètres. Quel autre paramètre, s'il vous plaît? La relation globale entre les protéines de l'inflammation et les autres paramètres. C'est-à-dire les autres paramètres. Hadouma, ce sont des protéines FNS et VS. Alors, je vous ai dit, FNS, c'est les cellules. FNS, parce que justement, quand j'ai commencé la présentation, je vous ai dit que dans l'inflammation, il y a les effecteurs de l'inflammation, il y a les cellules, il y a les protéines produites par les cellules. Donc, soit vous allez faire une formule de numération sanguine, je trouve les cellules comme si elles sont augmentées ou pas, soit vous allez doser les médiateurs produits par ces cellules-là, les protéines produites par ces cellules-là. D'accord? Donc, la vitesse de sédimentation, la VL, c'est un examen très simple que vous avez certainement dû voir, que peut-être que vous réalisez vous dans votre pratique de tous les jours. C'est un examen, c'est l'un des plus anciens examens utilisés pour évaluer l'inflammation. Ce test a été introduit déjà en 1897, donc vous voyez que c'est très ancien, qui a été standardisé en 1921. Et depuis les années 20, on continue d'utiliser, de rechercher l'AVS dans un contexte d'inflammation. Alors, il représente tout simplement la distance parcourue en une heure par le culot globulaire rouge dans un tube capillaire. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, une vitesse de sédimentation. Donc, vous avez des tubes capillaires. Généralement, vous pompez le sang, vous les mettez ici. Il y a une sédimentation du culot globulaire. Et puis, vous allez, généralement, vous lisez à la première heure. Avant, il y avait une deuxième lecture au bout de la deuxième heure. Maintenant, on ne l'utilise plus. Donc, on se contente d'une lecture à la première heure. Alors, même pour les normes aussi, il faut faire très attention parce que généralement, on estime une VS normale, correcte, quand elle est inférieure à 15 mm. 15 mm que vous lisez ici sur le tube capillaire, inférieur à 20 mm pour les femmes. Donc 15 mm pour les hommes, 20 mm pour les femmes. Déjà comme ça, a priori, vous voyez qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Pour les femmes, on a tendance à avoir une VS légèrement accélérée en comparaison aux hommes. Et puis, il y a une autre manière de calculer aussi la VS que certains cliniciens utilisent, c'est que vous prenez l'âge plus 10, vous divisez sur 2 et vous obtenez une norme pour l'interprétation de votre VS. Alors, cette VS-là, il faut faire très attention. Alors, les variations qui suivent une cinétique lente comparativement à la AVS, ce qui explique valeurs normales et des valeurs élevées, persistantes en début et en fin d'inflammation.
Alors, faites très attention dans ces circonstances. La fausse accélération, vous avez des situations cliniques où vous pouvez avoir une VS accélérée. Alors, je réponds à une question. VS. Alors, VS de 30 minutes et celle de 24 heures, quel intérêt? Je vais agrandir pour lire les questions. VS très augmenté et CRP normal, on pense au myélome. On ne pense pas comme ça au myélome juste sur un contexte inflammatoire. Alors, le myélome a des critères pour poser le diagnostic à un myélome. Il faut d'abord faire une électrophorèse des protéines sériques, mettre en évidence un pic monoclonal de l'électrophorèse, il faut avoir une plasmocytose médulaire, il faut avoir des signes biologiques et cliniques en faveur d'un myélome, il faut avoir une anémie, une hypercalcémie, une insuffisance rénale. Donc, non, avoir une VS augmentée CRP normale, on ne peut pas penser comme ça au myélome. Non, pas du tout. Il faut avoir un ensemble d'éléments qui pourraient être une VS accélérée, ça peut être myélome, mais ça peut être mille et une autre chose. Très bien. Alors, faites très attention à ce genre de situations où vous pouvez avoir une VS faussement accélérée, une anémie sévère, vous pouvez avoir une VS accélérée, une hypercholestérolémie, une VS accélérée, une hypergamma-globulinémie peut vous donner une VS accélérée. La grossesse, une femme enceinte peut avoir une VS légèrement accélérée. Le sujet âgé, plus on prend de l'âge, plus justement il faut faire attention aux normes. Chez le sujet jeune, un sujet jeune, la norme c'est 15, mais quelqu'un qui a 75 ans, 80 ans, 85 ans, s'il a une BS à 20, 25, 30, vous ne pouvez pas la considérer comme accélérée parce qu'il a pris de l'âge et c'est normal d'avoir une BS accélérée. Les femmes ont tendance à avoir une BS plus accélérée que les hommes, donc vous ne pouvez pas interpréter de la même façon femme-homme. Et puis un traitement par l'héparine peut aussi vous donner une BS légèrement accélérée. Et l'insuffisance rénale ou dans le contexte d'un syndrome néphrotique, vous pouvez avoir une BS faussement accélérée. Donc, dans ce genre de circonstances, faites très attention à l'interprétation d'une BS qui peut être faussement accélérée. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle des accélérations masquées. Donc, ils peuvent être masquées si vous avez eu de la polyglobuline, si vous avez une hyperleucocytose, une hypovibrinogénémie et la présence d'une cryoglobuline peut masquer justement l'accélération d'une vitesse de sédimentation. Donc, c'est un examen très simple, réalisé de façon très simple. La lecture se fait au bout d'une heure, mais voyez que c'est l'un des plus anciens examens, c'est l'un des premiers examens à avoir été utilisé dans le contexte inflammatoire. Et je vous ai dit que le problème avec l'inflammation, c'est qu'à l'heure actuelle, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation internationale par quoi commencer, par qui commencer. Mais généralement, l'AVS continue d'être utilisé, même si c'est un examen très ancien, on continue à demander une vitesse de sédimentation et même son interprétation peut être utile, surtout dans les circonstances suivantes. Un index de morbidité. Généralement, chez les personnes âgées, on identifie les sujets pour lesquels des examens approfondis sont indiqués. En présence d'un contexte clinique modérément évocateur, une VS normale a une valeur prédictive négative de 99%. Vous prenez les sujets âgés, plus de 80 ans. Si vous faites une VS, vous la trouvez normale, dans les normes correctes. Ça a une très bonne valeur prédictive négative quant au contexte clinique de la personne âgée. Donc, premièrement, index de morbidité pour les personnes âgées. Deuxièmement, un diagnostic différentiel en orthopédie ou en rhumatologie entre l'arthrose ostéoarthritique, où la VS est basse, et la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune inflammatoire, où la VS est accélérée. Donc, faire une VS pour les rhumatologues ou les orthopédistes peut justement les orienter, leur permettre de faire un diagnostic différentiel entre les deux pathologies. Aussi, un contexte d'infection ostéo-articulaire, le port de prothèses de genoux ou de hanches, on demande justement une VS.
Et puis, un bon marqueur d'activité de la réponse dans certaines pathologies. Je vous donne comme exemple la polyarthrite rhumatoïde. Si vous avez une polyarthrite rhumatoïde et que vous prenez un traitement, le méthotrexate ou des anti-inflammatoires, le rhumatologue va vous demander de façon régulière à faire une vitesse de sédimentation, une VS, qui est un bon témoin de l'inflammation et d'une réponse thérapeutique. Si le patient répond bien à ses anti-inflammatoires et à son méthotrexate, la VS a tendance à se corriger avec le temps. Aussi, ce qu'il faudra retenir toujours en relation avec la VS, c'est que les valeurs élevées au-delà de 100 mm par heure, donc une VS à 3 chiffres, est souvent associée à une infection, une maladie auto-immune, une connectivite ou un cancer métastasique. Donc, une VS à 3 chiffres, c'est très mauvais. Et soit c'est une infection très importante, une maladie auto-immune ou carrément une tumeur métastasique. Alors, le deuxième examen que je pourrais réaliser dans un laboratoire, c'est l'électrophorèse des protéines sériques. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des électrophorèses des protéines sériques dans les laboratoires 800? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des électrophorèses des protéines? Non? Non, Abistra, non. Tiert, non. Ah, quand même, hein. Atogor, non. Razewet, non. 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 Ah, répétez la question. En fait, je vous demande si on a parmi vous qui font des électrophorèses des protéines sériques dans les laboratoires où vous exercez. EPH bleed, non. Non. Alors, vous êtes très nombreux à ne pas faire des électrophorèses. À Tizi, oui. Non. Alors, majoritairement, donc, je vais peut-être m'attarder un peu plus puisque vous ne la faites pas, au moins que vous sachiez le principe. Alors, faire une électrophorèse des protéines sériques aussi, c'est comme pour l'AVS, ça fait controverse, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit le faire. Candida, oui, vous le faites très bien. Alors, faire un examen, une électrophorèse des protéines sériques, en fait, il faut juste avoir le matériel pour le faire. Soit on le fait de façon basique sur une membrane de gel d'agarose, soit à l'heure actuelle, il existe des automates dédiés à ça qui font que des électrophorèses, soit des protéines, soit des hémoglobines. Donc, une électrophorèse, c'est quoi le principe? C'est que sur un sérum, vous allez séparer les protéines du sérum en fonction de leur charge et de leur poids moléculaire. Donc, c'est le tracé que vous allez obtenir. C'est un tracé électrophorétique donc qui correspond à la séparation. Tout ça, c'est des protéines sériques. C'est toutes les protéines qui existent dans un sérum qui ont été séparées en fonction de leur poids moléculaire, la protéine la plus lourde vers la protéine la plus légère et en fonction de leur charge électrique. Donc, en fonction de 2 paramètres. Alors, dans une électrophorèse, dans un tracé électrophorétique, vous allez avoir de l'albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. Alors, à part l'albumine c'est une protéine. À part l'albumine qui est une protéine, le reste, c'est un ensemble de protéines. Donc, la fraction alpha 1, c'est un ensemble de fractions de protéines qui ont la particularité d'avoir à peu près le même poids moléculaire et de migrer dans la même région. Alpha 2, c'est pareil, c'est un ensemble de protéines. Bêta 1, un ensemble de protéines. Bêta 2, un ensemble de protéines, etc. Donc, à part l'albumine qui est une protéine, le reste, c'est un ensemble de protéines. Alors, en alpha 2, par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver? Je pourrais trouver de l'oroso ou de l'alpha-antitrypsine. Donc, si je fais une inflammation très intense et que j'ai une augmentation de l'oroso parce que c'est une protéine qui augmente dans l'inflammation, je vais avoir une augmentation de la fraction alpha 1. Dans l'alpha 2, il y a de l'aptoglobine, il y a aussi l'alpha 2 macroglobuline. Si je fais de l'inflammation,
si je fais de l'inflammation, dans un contexte inflammatoire, l'aptoglobine augmente, donc je vais avoir une augmentation de la fraction alpha 2. Dans la fraction bêta-globuline, j'ai justement la transférine. Donc, la transférine, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue? On avait dit au départ que la majorité des protéines augmentent et que certaines protéines diminuent, notamment l'albumine et la transférine. Donc, au contraire, si j'ai une augmentation de la fraction bêta-1, c'est que c'est la transférine qui a diminué parce que je suis dans un contexte inflammatoire. La dernière fraction des gamma-globulines, c'est la fraction qui contient les immunoglobulines, les anticorps. Donc, si j'ai une réaction inflammatoire, particulièrement chronique, c'est normal d'avoir des immunoglobulines en grande quantité, donc je vais avoir une hyper-gamma-globulinémie. Donc, albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, gamma. Donc, je fais le sérum d'un patient à jeun, je prélève le patient à jeun, je récupère son sérum. Alors, s'il vous plaît, répétez la dernière phrase. Alors, je vais récapituler, Zine. Donc, si je fais le prélèvement à un patient à jeun, je récupère son sérum, je réalise transférine et albumine. D'accord, Zine. Donc, je réalise une électrophorèse des protéines sériques. Donc, je vais séparer les protéines du sérum par le patient en ces fractions-là. Je vais avoir de l'albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, gamma. Alors, je suis dans un contexte inflammatoire. Comment je vais interpréter cette électrophorèse des protéines? C'est que je sais par exemple que la majorité des protéines augmente. Donc, si j'ai une augmentation des alpha 1, c'est dû à l'oroso. Si j'ai une augmentation des alpha 2, c'est dû à l'apto. Si j'ai une diminution de l'albumine ou de la transférine, je vais avoir une diminution de l'albumine ici et une diminution de la fraction bêta qui contient la transférine, alors que je sais au départ que l'albumine et la transférine diminuent dans le contexte de l'inflammation. Donc, c'est normal. Si je fais de l'inflammation, je fais une électrophorèse, c'est normal d'avoir une diminution de l'albumine à ce niveau et d'avoir une diminution de la fraction bêta parce qu'elle contient de la transférine. Très bien. Je peux aussi avoir une augmentation des gamma-globulines et on va voir dans quel contexte précis d'inflammation je vais avoir une augmentation des gamma-globulines. Très bien. Ça, c'est une électrophorèse. Ici, je voulais vous montrer un exemple d'une membrane. C'est ce genre de membrane que vous allez trouver dans des laboratoires qui font les électrophorèses des protéines sériques. Et vous voyez ici les numéros, vous avez de 1 jusqu'à 30. Chaque numéro correspond à un sérum et donc à un patient. Le sérum patient 1, le sérum patient 2, sérum patient 3, sérum patient 4. Ce que vous voyez ici, les bandes foncées, c'est l'albumine. L'albumine à le patient 1, l'albumine à le patient 2, l'albumine à le patient 3, etc. Ensuite, ici, vous avez la fraction alpha 1. Alors, suivez-moi sur l'écran. Vous avez alpha 1, vous avez alpha 2, vous avez la bêta et vous avez les gamma. Et, alors, je vous laisse quelques minutes. Observez l'écran. Dites-moi, s'il vous plaît, quels sont les numéros où j'ai une augmentation, par exemple, des gamma-globulines? Pour quel sérum, quel numéro de sérum, j'ai une augmentation des gamma-globulines? Alors, augmentation des gamma. Le 8, le 13, le 17. Alors, le 8 revient souvent, c'est très bien. Le 8, excellent. Le 13, le 14. Le 13, pas du tout. Je vais vous expliquer le 13 et le 14, quelle est la particularité. Le 26, 27, 28. 26, 27, 28. Effectivement, vous voyez que le 8, le 26, 27, 28, vous voyez que la région des gamma est particulièrement plus colorée que par exemple le 29. Le 29, la région d'hypergamma, la région des gamma est claire, donc elle est normale. Ici, c'est plus foncé, donc il y a une hypergamma-globulinémie. Le 13, par exemple, ce patient-là n'a carrément
pas de gamma-globuline. Ça, par exemple, pour la dame qui a donné l'exemple du myélome, ça, par exemple, c'est une circonstance de myélome. Oui, vous n'avez pas de gamma-globuline. Vous avez une A-gamma ou là, une hypogamma-globulinémie profonde avec un pic monoclonal à ce niveau. Donc, ici, c'est un contexte, effectivement, d'hypergamma-globulinémie. C'est un contexte d'inflammation chronique. Très bien. Alors, si je vous demande, par exemple, quels sont les numéros? Oui, j'ai une augmentation des alpha-2. Alpha-2. Le 5. Alors, vous voyez, le 5, c'est plutôt correct, alpha-2. Le 13. Non, c'est pas le 13. Le 4, excellent. Le 4, oui, Fadoua, oui, excellent. Le 4, vous voyez que la région alpha-2, le 4 en comparaison au 5, vous voyez que alpha-2 est beaucoup plus coloré que le 5. Donc, pour ce sérum, pour ce patient, il a une augmentation des alpha-2. Et je sais que dans la alpha-2, il y a l'aptoglobine, donc c'est un marqueur de l'inflammation. Donc, il y a une augmentation des alpha-2. Vous avez cité d'autres exemples. La 17, effectivement, dans la 17, j'ai une augmentation des alpha-2. Très bien. Donc, ici, je vais voir l'intensité de la coloration. J'ai bien sûr un tracé électrophorétique par la suite. Et justement, je peux avoir une augmentation des alpha-1, des alpha-2, des bêta et des gamma. Très bien. Très, très bien. Donc, voilà, pour que vous ayez une idée, ça correspond à ça, une électrophorèse des protéines sériques. Alors, dans l'interprétation d'une électrophorèse des protéines sériques, je peux, dans mon commentaire, ce que je rends moi dans un commentaire, je peux dire présence d'une inflammation aiguë, subaiguë ou la chronique. En fonction de quoi? Alors, je dis dans mon commentaire, je rends en conclusion inflammation aiguë si j'ai une augmentation des alpha-1, alpha-2. Ça veut dire c'est l'oroso-apto qui augmente. Si j'ai une inflammation subaiguë, c'est parce que j'ai une augmentation des alpha-2 seuls. Donc, c'est une inflammation subaiguë. L'inflammation chronique, c'est quand j'ai une augmentation des alpha-2 accompagnée des gamma-globulines. Donc, pour ce genre d'exemple, j'ai alpha-2 gamma-globuline, ça correspond à une inflammation chronique. Donc, inflammation aiguë, vous voyez ici l'augmentation des alpha-2. Et l'inflammation chronique, vous voyez une augmentation des alpha-2 et des gamma accompagnée d'une diminution de l'albumine. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur l'électrophorèse des protéines? Très bien, je vous lis au fur et à mesure si jamais vous avez des questions. Donc, après avoir fait présence d'un autre pic. Présence d'un autre pic. Ah, présence d'un autre pic, c'est carrément un autre c'est une autre circonstance. C'est pas une inflammation. Avoir un autre pic, c'est par exemple dans le cadre d'une gammapathie monoclonale. Donc, si par exemple le patient fait un myélome multiple, vous allez avoir la présence d'un autre pic. Hein? C'est pas inflammatoire, c'est plutôt ça rentre dans le cadre d'une gammapathie monoclonale. Alors, elle se fait dans un automate ou HPLC? Alors, elle peut se faire soit manuellement sur membrane de gel d'agarose, vous déposez le sérum sur une membrane, avec la membrane c'est un gel d'agarose, vous appliquez un champ électrique, vous colorez, vous laissez diffuser, ou bien à l'heure actuelle, il existe carrément des automates dédiés à ça. Alors, pourquoi l'électrophorèse des protéines sériques est demandée systématiquement pour les maladies rhumatismales? Justement, ça permet de dater l'inflammation pour voir si c'est une inflammation aiguë, subaiguë, ou au contraire, si c'est une inflammation déjà chronique. Très bien. CRP et risque vasculaire, on va voir la CRP tout de suite. Très bien. Alors, après avoir fait une formule de numération sanguine, une VS, une électrophorèse des protéines sériques, là, on peut doser les protéines une à une. Les deux protéines les plus dosées qu'on va voir par la suite, c'est la CRP et la procalcitonin. Donc, premièrement, la CRP. Alors, de quoi il s'agit la CRP? De quoi il s'agit? La CRP, donc c'est une petite protéine. C'est une petite protéine pentamérique, donc 5 domaines, pentamérique, toute petite, 120 kDa. Elle est considérée comme une protéine de la phase aiguë de l'inflammation. Elle est produite par le foie,
les hépatocytes. La synthèse est régulée par une cytokine, l'interleukine 6. C'est pour ça que, par exemple, dans le cadre de l'infection COVID-19, on a constaté que plus l'interleukine 6 augmente, plus la CRP augmentait, et les deux étaient bien corrélés, étaient un marqueur témoin de l'inflammation dans l'infection COVID-19. Et puis, généralement, on considère qu'un taux normal inférieur à 6 mg par litre est considéré comme une CRP correcte normale. Alors, quels sont les intérêts? Quand est-ce que le dosage de la CRP a un intérêt particulier? C'est un bon marqueur pour le suivi des maladies inflammatoires, bon marqueur de l'efficacité de traitement. Toutes les maladies où vous avez de l'inflammation, si vous voulez évaluer l'efficacité d'un traitement donné, la CRP, c'est le meilleur moyen. Ce n'est pas l'électrophorèse, ce n'est pas la VS, c'est la CRP. Pourquoi? Parce qu'en raison de la cinétique de la CRP, vous avez vu que l'inflammation, quand il y a une résolution de l'inflammation, quand l'inflammation commence à baisser, que ça commence à rentrer dans l'ordre, la CRP suit, tout de suite, elle commence à diminuer. C'est pour ça qu'elle est considérée comme un bon marqueur de l'efficacité thérapeutique. Elle est corrélée à l'activité de la maladie. Je vous ai donné comme exemple la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. Par exemple, pour ces deux pathologies, ces deux exemples, ce sont des pathologies, les patients Hadouma, par exemple un Crohn ou une PE, c'est des patients qui évoluent par des poussées de rémission. Ils ont une rémission qui peut durer des mois, voire des années, tout va bien pour eux, et puis par la suite, ils tombent en rechute, ils font des rechutes. Quand ils font une rechute, justement, dès le départ, le clinicien peut justement corréler cette activité, peut évaluer cette activité en la corrélant à la CRP. Si la CRP augmente, c'est qu'effectivement, il y a une reprise de la réaction inflammatoire dans la polyarthrite rhumatoïde et dans la maladie de Crohn. Donc, ces deux marqueurs, la CRP est corrélée à ces deux pathologies, la PR et la maladie de Crohn. Et puis, le diagnostic précoce et le suivi des infections, ça vous le savez, le meilleur exemple, c'est de l'infection COVID-19. On fait une CRP au départ et puis on la suit par la suite. Alors, Zineb, s'il vous plaît, vous pouvez parler de l'effet de zone quand on fait CRP manuellement, car beaucoup l'ignorent. Ça marche, je vais l'expliquer. Donc, diagnostic précoce et suivi des infections, et puis un dosage rapide. La CRP doit être dosée dans le cadre de l'urgence, de façon rapide, et surtout de donner un résultat rapidement. Ça ne sert à rien de réceptionner un prélèvement, de lancer le lendemain la CRP et de donner le résultat 2 ou 3 jours par la suite. Non, la cinétique aura complètement changé. Donc, c'est un dosage rapide. Alors, Zineb me demande de parler du phénomène l'effet de zone, c'est excellent, très bien. Alors, pour ceux qui font la CRP en manuel, dans l'agglutination, pour ceux qui font la CRP en agglutination, quand vous avez des taux très augmentés de CRP, des taux très augmentés pour toutes les techniques d'agglutination, même pour ceux qui font le facteur hématoïde par agglutination, faites très attention. Donc, la CRP, donc, vous la recherchez par un test d'agglutination, donc ce sont des particules de latex. Et si votre patient a des quantités augmentées de CRP, la première goutte de CRP avec la goutte de réactif, vous allez avoir une CRP négative. Ça peut être réellement, souvent c'est une CRP négative, mais souvent il y a ce qu'on appelle un phénomène de zone. Ça veut dire que votre CRP est tellement augmentée qu'elle a inhibé les sites de fixation, qu'il n'y a pas eu agglutination et que pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, vous avez fait une CRP en agglutination, vous avez rendu un résultat négatif, le clinicien va se présenter, il va vous dire je suis sûr que mon patient, voilà, vous le savez tous, dilution, islam toati, très bien. Donc, le clinicien va se présenter, il va vous dire je suis sûr qu'il me fait une pneumonie ou un Covid ou là, une maladie inflammatoire ou là, il est en poussée, c'est pas normal d'avoir une CRP. Si vous êtes vraiment dans un contexte fort évocateur d'une inflammation, faites une dilution. Et dès que vous allez faire une dilution, vous allez désaturer les sites de fixation de l'agglutination, vous allez observer des agglutinations et votre CRP va être positive, va se positiver avec les dilutions. Donc oui, si vous avez un contexte fort évocateur d'une inflammation et que à la première manie pour l'agglutination elle est négative, pensez à diluer le sérum pour ne pas passer à côté d'une CRP fortement positive. Très bien.
Alors, comment faire si la CRP dépasse un certain seuil sur les automates? Pareil, il faut diluer. Je trouve que pour tout marqueur qui dépasse le seuil de détection par un automate, faut juste diluer. Diluer un quart ou là un dixième ou là. La valeur que vous allez obtenir, vous la multipliez fois l'inverse de la dilution que vous avez fait. Vous avez dilué, vous avez obtenu une concentration de 30, vous avez fait une dilution un quart, vous multipliez 30 fois 40, vous rendez votre résultat 120. OK? Très bien. Donc, cette CRP-là, donc, elle a une concentration sérique qui augmente au moins 25% au cours de l'inflammation. Donc, déjà, elle répond au premier critère d'un marqueur idéal. Elle peut monter rapidement et l'amplitude est très importante. Vous pouvez avoir des CRP super augmentées, surtout quand il y a des infections sévères. Vous avez vu dans l'infection COVID-19 qu'on avait des valeurs extraordinaires de CRP. Sa concentration peut augmenter d'un facteur x100 en 24 heures. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un examen d'urgence. Vous la faites l'IOM, le redoigt, elle peut encore augmenter plus que ça. Surtout quand il y a un contexte d'infection bactérienne. Elle augmente de façon moins sévère quand il s'agit d'infections virales et parasitaires. Elle est indépendante de la VS. Donc, si vous aurez à observer un bilan où vous avez de la VS accélérée et CRP négatif, il ne faudra pas vous inquiéter et vice-versa. Elle est indépendante de la VS. Son retour à la normale s'effectue rapidement si tout va bien en 3-4 jours. Son temps de demi-vie est rapide d'environ 20 heures. L'inflammation, mais pas que. Donc, elle augmente dans l'inflammation, mais faites très attention. Quand on prend de l'âge, la CRP augmente légèrement. Les femmes et les hommes, ce n'est pas la même chose. On a tendance, nous, les femmes, à avoir des CRP légèrement plus augmentées. Pendant le cycle menstruel, il peut y avoir des variations de la CRP. Chez les obèses, l'IMC, donc la CRP peut être plus augmentée en excès pondéral. Et puis, faites très attention, certains médicaments, le tabagisme aussi, peuvent induire l'augmentation d'une CRP. Alors, Galaxy, si CRP positif et après dilution, on a négatif. Si CRP positif et après dilution, on a négatif. C'est normal, si la CRP est positive, si vous diluez, elle se négative parce que vous diluez votre sérum, donc elle va se négativer. Et justement, c'est en fonction de la dilution que vous avez fait. Elle était positive la première fois, vous avez dilué un demi, elle est encore positive, un quart, elle se négative, ça veut dire elle est positive en un demi. Donc, vous avez le titre qui correspond à la dilution un demi. La dilution, c'est normal que la CRP se négative avec la dilution. Vous noyez la protéine, donc elle diminue. Très bien. Donc, encore, voilà. Un mot rapide sur la CRP ultrasensible. Sachez que la CRP ultrasensible, c'est exactement la même protéine. La CRP, qu'elle soit normale ou ultrasensible, on dose la même protéine, la même cible. La différence, ce sont juste les seuils. La CRP ultrasensible ne doit pas être utilisée que dans la détermination du risque cardiovasculaire. Donc, il ne faut jamais doser la CRP ultrasensible dans un contexte infectieux ou là dans un contexte de maladie auto-immune ou auto-inflammatoire ou là, c'est juste dans le cadre d'un risque cardiovasculaire parce qu'on a besoin d'avoir des appréciations pour les moindres augmentations de la CRP. Donc, la CRP ultrasensible, parce qu'elle a une limite de quantification bien particulière, généralement de 0,3 mg par litre. Donc, la seule indication à doser de la CRP ultrasensible, c'est dans l'évaluation d'un risque cardiovasculaire chez les patients. Alors, quelle est la différence entre CRP Turbi et US? Alors, CRP ultrasensible, c'est juste par rapport au seuil de quantification. Turbi, peut-être que vous faites référence à la turbidimétrie. La turbidimétrie, c'est un automate qui dose, le principe c'est la turbidimétrie qui vous dose la CRP. Ça veut dire que c'est une quantification. C'est pas comme l'agglutination où c'est semi-quantitative. La turbidimétrie, vous avez une quantité exacte. Vous allez dire, j'ai la CRP à une concentration de 25,26. Ça, c'est la turbidimétrie qui vous donne ça. Alors, Galaxy me dit no result de dilution dans 6. Voilà, j'ai pas compris. Si tu peux juste me faire une synthèse, non résultat de dilution dans 6. Voilà, s'il y a moyen que tu me fasses une synthèse Galaxy, comme ça je pourrais savoir de quoi il s'agit.
Très bien. Donc, je passe à la dernière protéine, c'est la procalcitonine. Alors, la procalcitonine Hedia, donc c'est une protéine qui a été identifiée très récemment, dans les années 90, et donc elle est tendance en ce moment. C'est une protéine, comme vous voyez, elle est très jolie. Donc, c'est une protéine composée de 116 acides aminés, donc de nature protéique. Elle est décrite initialement comme un marqueur spécifique des infections bactériennes. Son rôle physiopathologique reste encore non connu. C'est un très bon marqueur des infections sévères, du pronostic et de l'efficacité thérapeutique. Sa valeur normale est généralement inférieure à 0,05 nanogrammes. Et puis, une utilisation large reste impossible parce que c'est une protéine qui a été mise au point, le test a été mis au point très récemment. Donc, le réactif est encore cher. L'utilisation généralement est réservée dans les grands laboratoires des CHU. Donc, c'est un très bon marqueur des infections sévères, de pronostic et d'efficacité thérapeutique. Et encore une fois, le meilleur exemple, c'est ce qu'on a vu au cours de l'infection COVID-19. Dans l'infection COVID-19, donc, si vous avez une procalcitonine élevée, très élevée depuis le départ, nous, par exemple, au laboratoire, on a vu des procalcitonines à 150, à 200. C'est un marqueur de mauvais pronostic. Si vous avez une procalcitonine si élevée, c'est que votre patient va évoluer de façon défavorable, qui peut souvent aboutir vers un décès. Et puis, l'efficacité thérapeutique, quand on met les patients sous traitement une antibiothérapie, sous antibiotiques, la procalcitonine coûte, oui, le test est cher. Et donc, l'efficacité thérapeutique, on met le traitement sous antibiotiques, on réévalue le dosage de la procalcitonine, et puis le fait qu'elle passe de 56 à 24 à 12, c'est très bien. Le patient répond très bien au traitement dans le cadre des infections sévères et dans le cadre de l'infection en COVID-19. Alors, cette procalcitonine, donc, elle augmente, il y a un ensemble de cytokines pro-inflammatoires, surtout dans un contexte bactérien. Donc, elle augmente, et justement, c'est ce qui va vous permettre de faire la part des choses entre une infection bactérienne et une infection d'origine virale, c'est qu'elle augmente principalement dans les infections bactériennes. Elle est détectable rapidement dans le sang, de 2 à 4 heures suivant le début de l'infection, et sa concentration maximale est observée 6 à 12 heures par la suite. En cas d'infection bactérienne importante, c'est pour ça que je vous dis dans l'infection de COVID-19, quand il y a des surinfections bactériennes, elle peut augmenter jusqu'à 1000 fois son taux est corrélé à la sévérité. Plus le taux est augmenté, plus l'infection bactérienne est très importante, puis cette valeur-là a un très mauvais pronostic quant à l'évolution des patients. Donc, quand est-ce qu'on demande la recherche, le dosage de la procalcitonine? Elle est utilisée pour faire le diagnostic différentiel entre une infection bactérienne et une septicémie, une pneumonie d'origine bactérienne ou d'origine virale. Une diminution des concentrations, c'est un excellent reflet de la résolution de l'infection au cours des infections bactériennes. En revanche, une concentration normale ou basse de procalcitonine, il faudra penser à un contexte d'infection bactérienne très précoce, donc c'est les débuts, ou bien localisée. Si vous faites une infection bactérienne localisée, vous pouvez avoir une procalcitonine correcte, ou bien lors des endocardites subaigus où on a une procalcitonine correcte. Alors, j'arrive à ma conclusion. Donc, finalement, la réaction inflammatoire, physiologiquement, c'est une réaction de défense de l'organisme contre une agression impliquant un plus grand nombre de cellules, de médiateurs plasmatiques, qui concourent tous à l'élimination de l'agent agresseur, qu'il soit bactérien, viral ou autre, et à la réparation du tissu lésé. Les marqueurs biologiques de l'inflammation sont utiles au diagnostic et au suivi de l'évaluation de certaines infections et inflammations aiguës ou chroniques. Leur choix, bien sûr, dépendra principalement du contexte clinique, s'il est infectieux, bactérien, viral, inflammatoire ou tumoral. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je prends encore 1 ou 2 minutes. Si vous avez des questions à me poser, je réponds. Et les présentations, donc, je les ai envoyées à Madame Saouli, qui pourra les partager avec vous.
J'espère que ces deux présentations ont été utiles pour vous. Voilà, que vous avez appris des choses qui pourraient être utiles dans votre pratique quotidienne. Et puis voilà, peut-être qu'on se verra dans d'autres circonstances ou pour d'autres conférences, Inch'Allah. Tout dépend. Alors voilà pour les présentations. Madame Saouli va s'en charger. Très précieux, merci, merci. Merci à vous, je vous souhaite beaucoup de courage, accrochez-vous et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à tous. Merci Madame Saouli si vous êtes là.